sujet abordé de cette façon nous permet de rentrer dans ce que c'est que l'ivoirité, qui pour nous avons donné donc une définition en le rangeant dans des discours identitaires. Donc l'ivoirité est donc un discours identitaire. Donc nous donnons la qualification des discours identitaires aux discours qui incitent à donc des replis communautaires, la communauté dans ce cas étant présentée comme une citadelle qui protège l'individu et contre des groupes indiqués comme adversaires, ennemis. Dans tous les cas, c'est un espace de définition d'un soi, un espace de définition d'une altérité qui est une altérité qui exclut bien entendu et normalement un autre groupe. Et donc ce discours va s'exprimer de façon, sinon pas des revendications peut-être souvent religieuses, va s'exprimer par de la haine, souvent vis-à-vis de celui qui est présenté comme différent de soi ou souvent comme étranger, dans le cas de la Côte d'Ivoire où il y a une sorte de racisme anti-étranger. Et donc ce discours peut se présenter comme aussi des moments de déni de droits d'autrui, des droits d'autrui. Et donc xénophobie, racisme, tribalisme, des replis vers la famille, vers le clanisme. Et donc le discours identitaire trouve sa forme ou sa forme d'expression dans ce genre de considération que je viens donc de citer. Et donc l'ivoirité étant un discours identitaire, comment nous le définissons? Nous disons que c'est une idéologie, si on peut l'appeler ainsi, nationaliste, qui est liée à l'histoire tourmentée de la Côte d'Ivoire depuis quelques décennies. Elle naît en Côte d'Ivoire sous le régime de Henri Konan Bédié, donc qui va s'en servir pour exclure l'un de ses rivaux, bien entendu le nommé Alassane Ouattara, qui est présenté à la population comme d'origine étrangère. Au moment où les Ivoiriens, donc concomitamment, sont appelés, incités à consommer local, à donc avoir des comportements de préférence nationale. Donc ce discours-là, c'est lui qui, à la chute de Henri Konan Bédié, est repris par le président qui vient de partir, donc sous les assauts de la France, Laurent Gbagbo. Donc ce discours est repris par Laurent Gbagbo, qui va y adjoindre, à la dimension tribale, culturelle de ce discours, une dimension religieuse, un peu messianique, et aussi une dimension souverainiste, en incitant à une vindicte anti-française, donc dans le discours anticolonialiste. Donc nous voyons que ce discours appelé ivoirité, dans son évolution et sa reprise, va devenir à un moment donné patriotisme. Il change de nom, le contenu reste le même. Donc de Bédié à Gbagbo, l'ivoirité va mobiliser des contenants différents, mais tous dangereux les uns que les autres. On pourrait faire une petite historique de cette ivoirité qui est un héritage de la colonisation un peu de la Côte d'Ivoire, parce que le colon, quand il s'installe en Côte d'Ivoire, a besoin de travailleurs pour les usines, l'industrie de la métropole, et la Côte d'Ivoire
étant une zone essentiellement forestière dans sa partie sud, le colon, pour l'économie de plantation, va faire venir donc des ressortissants du nord de la Côte d'Ivoire qui, à l'époque, faisaient partie tous de l'AOF, l'Afrique occidentale française, étant bien entendu une entité appartenant à la France. Des migrations se font du nord, actuellement Haute-Volta, non, Burkina Faso, parce que ça a changé de nom entre-temps, et du Mali, et donc des bras valides vont descendre vers le sud pour servir de main-d'œuvre pour les industries coloniales, notamment pour une économie de plantation. La Côte d'Ivoire en 1960 donc connaît son indépendance avec le premier président Félix Houphouët-Boigny qui va reprendre le modèle colonial, donc continuer l'économie de plantation et demander à ce que d'autres étrangers viennent pour produire plus de cacao, plus de café et plus d'ananas et autres produits pour alimenter les industries de la métropole. Bon, plus de la métropole, mais de la France. Donc, cette politique de migration choisie ou d'immigration choisie, si on peut l'appeler ainsi, du Houphouët-Boigny, va faire venir un certain nombre de populations étrangères en Côte d'Ivoire et ça aura bien entendu des conséquences au niveau social, au niveau démographique. Il naît donc un sentiment anti-étranger en Côte d'Ivoire et ce sentiment anti-étranger va se poser comme un discours un peu qui circule dans les consciences. Houphouët donc va résoudre ou tenter de résoudre cette question de la surpopulation étrangère en Côte d'Ivoire en mettant en place un ministère qu'il nomme le ministère du travail et de l'ivoirisation. Donc la question de l'ivoirisation surgit dans les années en 1978 précisément. C'est cette politique d'ivoirisation qui est reprise par Bédié, qui à l'époque était ministre de l'économie sous Houphouët, qui va lui donner un nom quand il prend le pouvoir à travers le concept qu'il appelle le concept de l'ivoirité. Donc de ivoirisation, nous arrivons à ivoirité. Donc l'ivoirité lui-même est pour Bédié une revendication d'une identité culturelle. Voici la définition qu'il donne à la chose. Mais pendant qu'il affirme que c'est une revendication d'une identité culturelle, ses lieutenants sur le plan politique s'en servent donc pour exclure d'autres personnes en lui donnant un autre contenu. Certains parlent de Ivoiriens multiséculaires, donc faisant la différence entre les Ivoiriens purs et les Ivoiriens impurs, bien entendu, les étrangers étant indexés de cette façon. Donc, cette ivoirité, vous le comprendrez, a une visée politique, parce que pendant qu'on fait l'apologie de la préférence nationale, dans le même temps, un des candidats ou un des opposants à Bédié est présenté comme étranger, et donc étant lui des souches douteuses, il ne peut pas être président de la Côte d'Ivoire, puisque nous, en Côte d'Ivoire, comme le veut Bédié, c'est l'Ivoirien pur d'abord, et les Ivoiriens de sous-circonstances sont mis à côté. Et cela est marqué dans la Constitution à travers un article que Bédié introduit, et pour dire que pour être candidat à la présidentielle, il faut être de père et de mère, eux-mêmes Ivoiriens de naissance. Et ce discours de Bédié va entraîner une crise sociale qui va avoir pour conséquence son départ du pouvoir. Gbagbo vient au pouvoir, il reprend ce même discours, il change le nom du discours, il ne l'appelle plus ivoirité, mais patriotisme. Parce que bien entendu, Bédié part avec son ivoirité qui est considérée comme une des conséquences de sa chute. Donc le patriotisme va donc adjoindre à l'ivoirité donc de Bédié une dimension que j'appelais religieuse et souverainiste.
ayant situé donc historiquement la chose et donc dans son évolution, donc il faut dire qu'il y a un cadre quand même anthropologique qui permet l'émergence de ce discours ivoiritaire. Ce cadre-là, je l'ai défini comme un cadre essentiellement hétéronome dans lequel la relation au monde est beaucoup influencée par des données métaphysiques, donc des types religieux et autres. Et donc, vous voyez, après donc cette définition de l'ivoirité dans son évolution et donc en précisant le cadre qui a né le terreau fertile, n'est-ce pas, de son émergence, nous allons donc voir comment nous traitons la présence de cette ivoirité dans le discours politique. Et pour cela, nous avons mis en place un corpus, très rapidement, qui est un corpus hétérogène parce que nous avons et nous assumons donc cette approche des choses qui est que nous ne voulons pas travailler sur un corpus unique. Et cela, nous le tirons un peu de notre expérience de la psychologie, parce que pour nous, pour contrebalancer un biais qui peut venir d'un genre, il faut bien entendu faire le mélange des genres. Donc pour nous, si nous travaillons sur un seul genre discursif, nous ne pourrons mesurer que un artefact venant de ce genre. Et nous avons donc mis plusieurs genres, donc c'est pourquoi nous mélangeons les genres, pour que du mélange de ces genres, on puisse avoir un corpus attesté qui soit plus proche de ce qui pourrait être la réalité. Donc c'est une question de méthodologie et que nous assumons. Et donc, nous avons mis en place ce corpus que vous voyez qui s'étale de 1995 à 2007, avec le nombre d'occurrences 29 294 379 occurrences, en le traitant sur le plan qui est le suivant. Donc, nous avons un plan longitudinal et un plan qui nous permet d'étudier des variations intercolonnes aussi. Donc on étudie les sujets sur les années et on peut étudier les sujets entre eux pour voir des différences qui apparaissent entre sujets, intersujets. Et aussi nous étudions l'effet des variables, de d'autres variables telles que j'appelais des variables conjoncturelles, telles que les positionnements politiques. Donc vous allez voir là où c'est écrit front républicain, front, ce sont les différents fronts, les différents positionnements dans lesquels, les différentes alliances dans lesquelles se mettent les hommes politiques, et ces alliances-là ont des incidences bien entendu sur leur discours qui évoluent également dans le temps, et vous le verrez au niveau du tableau du plan donc d'expérience, comment nous faisons un balisage du temps pour mesurer l'effet donc du temps sur les discours des hommes politiques. Donc, nous allons percevoir donc des traces de cette ivoirité dans le discours des hommes politiques, variant d'un acteur politique à un autre. Avec Laurent Gbagbo, par exemple, nous voyons une référence identitaire basée fortement sur la question de la territorialité. Donc, on a parlé de jus sanguinis chez Gbagbo. Et nous voyons par exemple chez le locuteur Bédier donc une forte référence au nationalisme qui va donc apparaître. Nous avons chez le locuteur Bédier aussi qui revendique une ivoirité fortement culturelle. Chez le locuteur Alassane Ouattara, il y a une forte idée de l'intégration qui n'apparaît pas chez Gbagbo, ou qui est sous-représenté d'ailleurs chez Gbagbo, qui pourtant se réclame panafricaniste. C'est combien de minutes? C'est fini. Bon, je termine vite fait. Et donc vous voyez que, aussi que cette référence
au discours nationaliste va évoluer aussi dans le temps selon les alliances, et ça nous le voyons dans l'analyse que nous avons faite des TGN sur des questions qui ont référence par exemple, qui ont rapport par exemple avec l'ethnicité, la xénophobie et puis bien d'autres questions qui sont mentionnées là. Et ce qui nous permet d'évoluer rapidement vers la conclusion, pour vous dire que cette thèse a été aussi un travail de déconstruction du discours identitaire de l'ivoirité en Côte d'Ivoire. Elle montre en quoi ce discours est un discours à géométrie variable qui utilise une formule, sorte de signifiant flottant, que moi je dis contenant flottant, où l'on range tout et n'importe quoi, pourvu que celui-ci se rapporte à l'identité. L'usage d'un tel discours, bien entendu, ne pouvait, en notre sens, qu'avoir des dérives imprévisibles. Discours qui est influencé, il faut le retenir, par le cadre structurant qui est l'environnement social et anthropologique d'où il émerge, et qui a un caractère adaptatif et mouvant, qui démontre que ce discours est un discours un tant soit peu opportuniste, mais en même temps dangereux. Donc il n'est pas étonnant que son usage à des fins politiques, ait conduit dans le cas ivoirien à une guerre dont les causes et les mobiles ne feront jamais l'unanimité chez ceux-mêmes qui en sont les acteurs de ce conflit, qui s'appuie sur une idéologie bien entendu volatile. Et je termine pour dire que comme toutes les guerres ou conflits de ce genre, celle de la Côte d'Ivoire donne l'occasion de voir l'émergence de nouvelles formules telles que plus jamais ça. Plus jamais ça, sans que personne puisse mettre un désignant précis sur ce que renferme ce ça. Et donc, nous ne sommes pas étonnés qu'on parle de réconciliation sans que chacun dise ce sur quoi on doit se réconcilier. Je vous remercie. Donc on a un quart d'heure d'échange voilà, sur la base de l'exposé, donc je vous remercie. Voilà, donc un quart d'heure de